Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'écrivain Jean Fils-Aimé, docteur en théologie. Il détient une maîtrise en administration publique du réseau des universités du Québec. Également une maîtrise en histoire médiévale. Il est avec nous ce matin pour partager sa proposition de sortie de crise. Haïti qui est rongé, miné par une crise qui n'a de cesse d'affecter la vie des citoyens. Comment s'en sortir ? Notre invité va analyser en profondeur les causes profondes, je dirais, de cette crise en Haïti. Et c'est avec plaisir qu'on accueille notre invité, M. Jean Fils-Aimé. Monsieur Fils-Aimé, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, merci de l'invitation, un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et je dois préciser que vous intervenez en direct du Canada. Tout à fait, depuis Montréal. Depuis Montréal. Oui. Et la crise haïtienne est diversement vue et interprétée, dépendamment de l'endroit où l'on se situe. Les Haïtiens qui vivent dans leur chair cette crise pensent pouvoir y rester pendant longtemps, mais d'autres souhaitent s'en sortir. Vous qui êtes à l'étranger, vous avez une lecture, une compréhension tout à fait particulière, je dirais, de la crise haïtienne, au point où, de l'étranger étant, vous pensez, vous réfléchissez, vous proposez. Qu'est-ce que vous comprenez, quelle est votre compréhension, je dirais, de la crise actuelle, la crise que traverse Haïti aujourd'hui? Bon, au fait, j'aime bien la manière dont vous introduisez le sujet et la manière dont chacun, selon qu'on vit en Haïti ou à l'extérieur d'Haïti, on apprivoise cette crise. Car il faut l'apprivoiser, car cette crise dure déjà depuis plus de 200 ans. Le fait est que l'on soit en Haïti ou que l'on soit à l'extérieur d'Haïti, dès qu'on est haïtien, ce pays nous habite, pour reprendre la formule consacrée d'Anthony Phelps, le poète. Toutefois, c'est vrai que le point de vue diffère selon qu'on se trouve à l'extérieur d'Haïti ou à l'intérieur d'Haïti. Il y a une certaine accoutumance, il y a une certaine habitude qui s'installe. Et parfois même, il y a un certain découragement, voire un cynisme, parce que cette crise dure depuis le début de notre histoire et on a l'impression que nous vivons, n'est-ce pas, dans notre chair, enfin, ce qu'on appelle dans la mythologie grecque le mythe de Sisyphe. On a l'impression qu'on est en perpétuel recommencement. Toutefois, de l'extérieur, en tant qu'Haïtiens, nous sympathisons avec nos frères de l'intérieur. Cependant, nous nous retrouvons tous en un désir, celui de voir notre pays changer. Et c'est mu par ce désir qu'il m'arrive d'écrire des textes, des articles, voire des ouvrages sur la problématique haïtienne. Et mon dernier article sur cette crise s'intitule justement « La crise haïtienne, ses symptômes, ses causes, sa nature et ses remèdes ». Car il y a des remèdes à cette crise. Parce que, ne l'oublions pas, tous les problèmes, comme pourrait dire Einstein, sont humains. Parce qu'ils sont dans la nature. Et les solutions à ces problèmes aussi sont humaines et elles se trouvent dans la nature. Donc il faut tout simplement se coltailler avec le réel pour pouvoir faire émerger de ce réel des solutions qui seront nôtres. C'est important, c'est l'une des propositions que je vais faire, n'est-ce pas, au fur et à mesure que cette émission se déroule. Nous devons trouver notre propre voie
et proposer des solutions endogènes. Arrêter de copier ce qui vient d'ailleurs, faire du mimétisme ou du suivisme, car en 216 ans d'histoire, c'est ce que nous avons toujours fait. Or, cette formule n'a rien rapporté, sinon qu'un perpétuel recommencement, sinon qu'une sempiternelle crise. Et donc, je voudrais y aller d'une proposition qui se veut, ça c'est important, d'abord, c'est une proposition, ce n'est pas un ordre, une proposition qui vient d'un Haïtien, n'est-ce pas, même si je vis à l'extérieur d'Haïti depuis 31 ans maintenant, mais ce pays n'a jamais cessé de m'habiter. Donc une proposition, et mon souhait, c'est que cette proposition soit considérée comme un document de travail, qu'il fasse partie, ce document de travail, des diverses réflexions auxquelles nous sommes en train de procéder afin de nous en sortir une fois pour toutes de cette crise. Donc, si vous permettez, Wendell, on ira d'une définition minimale du mot crise, savoir ce que c'est quand on parle de crise, et de là, nous tenterons de voir les symptômes de cette crise et ses causes, et enfin ses remèdes vers la fin de l'entrevue. Voilà. Là, à bien entendre, à bien comprendre vos propos, à bien les appréhender également, docteur, nous avons l'impression que vous êtes sur le point de préconiser une solution à l'haïtienne. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, on a assez copié ce qui vient d'ailleurs, ce que Jean Bryce-Mars appelle le bovarisme. On rejette ce qui est soi au profit de ce qui vient d'ailleurs, et nous nous sommes laissés aller à une espèce de mimétisme où nous avons tout simplement singé, c'est-à-dire imiter servilement ce qui se fait ailleurs, comme si nous devions, pour trouver une solution, mettre en veilleuse notre propre ingéniosité. Et je pense que c'est l'une des causes de cette crise multiforme. Tenez. Donc il faut y aller d'une solution à l'haïtienne. Et lorsque nous nous serons entendus sur cette sortie de crise, c'est aussi à la nation qu'il faut faire une offre, car l'une des erreurs que nous avons toujours commises, n'est-ce pas, dans notre histoire, et cette erreur s'est amplifiée au fil de ces 30 dernières années, c'est de croire que nous ne pouvons obtenir ni trouver une solution à notre crise sans que l'international n'en soit partie prenante, ou pire, sans que l'international n'en soit, pour ainsi dire, celle, en tant que communauté, celle qui nous dicte. Et là, ça n'a rien donné, au contraire, ça nous a humiliés. Il faudra trouver une solution proprement haïtienne. Tenez. Juste avant de partager avec nous la définition de crise, parlons des symptômes de la maladie. Moi, je dirais l'instabilité, la corruption, la misère, le chômage et quoi encore. Mettez-en. Hein. Oui. Au fond, vous avez raison. J'ai plutôt regroupé les symptômes de cette crise sous d'autres chapitres au sens latin du terme, c'est-à-dire sous d'autres têtes, sous d'autres titres. Exemple, symptômes politiques. Maître Dorval de regrettée mémoire disait que ce pays n'est ni administré ni gouverné. Et il a raison. On a l'impression que quand on comprend les sciences politiques, quand on sait pourquoi on parvient au pouvoir et à quelle finalité le pouvoir devrait servir, ce n'est pas un pays qui est gouverné. Au fond, nous sommes plusieurs à croire que ce pays n'a pas d'État. Vous avez quelqu'un qui a été élu voilà un peu plus de 3 ans maintenant, et qui essaye, tant bien que mal, comme le diable dans le bénitier, de continuer à dire « le président a parlé, point barre ». Le fait est que Jovenel Moïse, de son palais, ne préside rien, il ne gouverne rien. Donc il y a une crise politique, enfin il y a ce symptôme politique. Et ce symptôme, comme tout symptôme, devrait pointer vers un diagnostic plus cru, lequel diagnostic je poserai dans quelques instants. Donc, c'est pas un pays qui est, malheureusement, qui est gouverné. Il y a aussi le syndrome économique. Regardez, le pays s'appauvrit, la population s'appauvrit,
le pouvoir d'achat ou de consommation de cette population s'amincit. Regardez, on a assisté à cette crise artificielle de la gourde, de la flambée du dollar par rapport à la gourde. Et lorsqu'on prend le temps de lire, n'est-ce pas, les points de vue avisés des économistes, c'est quand même leur champ d'expertise, eh bien, ils sont unanimes à conclure que c'était une crise artificielle qui a été créée de toutes pièces pour provoquer une rareté, n'est-ce pas, une rareté du dollar. Donc, cette crise, enfin, ce symptôme économique, il est là. Il y a aussi le symptôme de la malgouvernance côté COP Petro-Caribéa. Derrière ce cri côté COP Petro-Caribéa, eh bien, on veut pointer du doigt le fait que c'est un pays dans lequel voler l'État, c'est faire preuve d'intelligence. On s'arrête à cette syllabe pour dire intelligent. Autant dire, ceux qui commettent des larcins peuvent passer 2 à 3 ans en prison, lesquelles prisons débordent, n'est-ce pas, sans voir leur juge naturel, tandis que les véritables voleurs, ils narguent la population, ils exposent leurs richesses, n'est-ce pas, tintamarresques, leurs richesses, enfin, qui font du bruit, etc., tandis qu'une population continue à patauger dans la pauvreté infrahumaine, dans une pauvreté indécente. Les derniers chiffres que j'ai lus nous parlent de 40% de la population haïtienne qui est exposée à la pauvreté extrême. C'est terrible. Donc, il y a ce problème de malgouvernance. Lorsqu'on dit malgouvernance, la corruption n'est pas loin. Je pense qu'on n'a même pas besoin de s'étendre sur ce symptôme-là. Il y a aussi le symptôme de la corruption publique, oui, mais de l'immoralité, j'allais dire. Regardez, moi, j'ai laissé Haïti tout de suite après ce qu'on appelait autrefois la terminale, donc après la fin de mes études secondaires. Mais même si pauvreté il y avait, je suis pas du tout nostalgique d'un certain passé, comme si ce passé représentait l'âge d'or de l'histoire d'Haïti. Pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que le niveau de vie de la population, mais également ce qu'on appelait la moralité publique, n'est-ce pas, s'est dégradé au fil des années, si bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus, si vous voulez, quelque chose de rare qu'une jeune fille ou même un jeune garçon se prostitue pour nourrir sa famille. Vous voyez à quel point les choses se sont renversées. C'était jusque-là les parents qui nourrissaient les enfants. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes filles, les jeunes garçons qui se prostituent, hélas, qui se font sodomiser, hélas, pour nourrir leur famille, payer leurs frais de scolarité, voire acheter un cellulaire. En sorte que, j'aime dire à la blague, quand on débarque en Haïti, et bon, évidemment, il y a aussi le symptôme de la malgestion du territoire. On construit où l'on veut, comme on peut. Et on a l'impression qu'on n'a tiré aucune leçon du terrible tremblement de terre dont on vient de commémorer le 10e anniversaire. Je disais donc que quand on débarque en Haïti, on a l'impression que 4 choses... Allô? Oui, je voulais justement vous poser une question. D'ailleurs, on a parlé de crise qui dure plus de 200 ans. Mais oui, quand des Haïtiens parlent, on a l'impression qu'ils en imputent la responsabilité à un régime qui n'a que 3 ans. Non, il ne faut pas faire ça. Au fond, je vais revenir, mais je disais que quand on débarque en Haïti, on a l'impression que 4 institutions fonctionnent bien. Et ces 4 institutions fonctionnent ou semblent fonctionner parce qu'elles participent de l'inexistence de l'État. Les églises, qui pullulent comme des champignons, comme on dit en Haïti, parce que l'État, n'offrant pas de filet social, eh bien, les gens sont livrés à des jésuiseries, à des bondieuseries. Le lundi, on va à l'église pour trouver du travail, le mardi pour avoir un mariage, le mercredi pour avoir le visa, le jeudi pour avoir la guérison, etc. Deuxième institution qui semble fonctionner, parce qu'elle pilule partout, ce sont les borlettes. Mais vous notez que et les églises et les borlettes participent du même état d'esprit. On se réfère, on se voue, pour ainsi dire, soit au bon Dieu
ou à la chance. Troisième institution qui semble fonctionner, ce sont les banques. Elles pullulent, elles sont partout. Mais contrairement à ce qui se fait dans tout pays normal, les banques en Haïti ne sont pas des outils de création ni de distribution de richesses. Les banques en Haïti sont des plateformes de captation de capitaux. Jusqu'à 65% des bénéfices des banques dans les années 2000 provenaient des devises, du taux de change, c'est-à-dire des devises étrangères. J'envoie un montant X en dollars américains en Haïti. Les banques décident par elles-mêmes du taux de change et elles remettaient, n'est-ce pas, autrefois en dollars, mais aujourd'hui de moins en moins, donc de plus en plus en gourde, et les profits des banques venaient là. Et donc, les banques sont des plateformes de captation de capitaux parce que 75% des prêts bancaires sont consentis à environ 5% de la clientèle des banques. Donc, ce n'est pas à proprement parler le rôle d'une banque. La banque devrait être là pour créer la richesse et distribuer la richesse. La banque participe en ce sens-là dans l'appauvrissement de la population haïtienne. Et quatrième institution qui semble bien fonctionner en Haïti, ce sont les maisons closes. Et elles sont de plus en plus répandues et on pratique la prostitution de manière de moins en moins complexée. Donc là, voyez-vous, ce sont les mêmes symptômes. Mais vous avez dit, et je reviens à votre question, on a l'impression que certains gens imputent au régime PHTK, qui s'installe depuis 8 ans maintenant, le quinquennat de Martelly additionné aux 3 ou 4 ans de Jovenel, donc c'est environ 8 ans, non. On assiste à un pourrissement de la crise sous le régime PHTK, mais laquelle crise a commencé dès le début de notre histoire. Et c'est pour ça qu'il faudra définir ce qu'on entend par crise. Une fois qu'on aura défini le mot crise, qu'on se sera entendu sur une définition minimale, alors on comprendra que la crise a commencé au lendemain de notre indépendance. Oui. Voyons, vous avez aussi parlé de la crise artificielle pour provoquer de la rareté. Allusion faite à la chute vertigineuse pendant un certain temps de la gourde et la hausse à un rythme effréné du dollar. Et aujourd'hui, on constate un ralentissement. Et ceux qui se plaisaient justement à alimenter cette crise artificielle, est-ce que vous pensez qu'ils vont finalement mettre un terme à cette pratique? D'abord, je ne suis pas économiste, je m'informe sur ce que pensent les économistes. Mais bien sûr, pour quelles raisons y a-t-il cette crise artificielle du dollar versus la gourde? C'est parce qu'il n'y a pas une politique monétaire rigoureuse en Haïti. Ou bien il y a eu un laisser-aller, ou bien il y a eu un laisser-aller qui aurait trop duré. Qui aurait trop duré. Je dis qu'il y a eu un laisser-aller qui aurait trop duré. Absolument, qui aurait, au fait, ce laisser-aller-là. Regardez, dans tout pays sérieux, il y a une politique monétaire et il y a un système bancaire qui lui-même est contrôlé et surveillé par un gouvernement. Ça devrait être, n'est-ce pas, entre autres, le rôle de la Banque centrale. Mais nous savons que parce qu'il n'y a pas d'État en Haïti, eh bien, il n'y a pas de politique monétaire sérieuse et il n'y a pas non plus, si vous voulez, des règles à la lumière desquelles le gouvernement se propose de veiller sur le fonctionnement du système bancaire. On a l'impression que les banques fonctionnent comme dans le Far West. Chacun fait ce qu'elle veut faire enfin, chacune de ces banques fait ce qu'elle veut faire de manière à soutirer un peu plus d'argent d'une population qui n'en peut plus et d'augmenter les profits. Voilà pourquoi les économistes parlent du système bancaire haïtien plus en termes de bankster, un clin d'œil au mot gangster, qu'en termes de système bancaire qui fonctionne en bonne et due forme. Mais ce n'est pas seulement la faute de la banque, c'est aussi la faute de l'inexistence de l'État. Voilà pourquoi nous devons comprendre la crise et ne pas nous arrêter qu'aux symptômes. Vous vous arrêtez aux symptômes économiques, aux symptômes du laisser-aller du système bancaire, mais il faut s'élever
au-delà de ce symptôme et présenter une analyse holistique, une analyse systémique, car c'est le système, comme le réclame le peuple haïtien, qu'il faudra changer. Donc, si vous permettez, allons-y d'une définition qui fait autorité de la crise. On peut y aller ? On peut y aller. On a 2 minutes pour. D'accord. Alors, Antonio Gramsci, qui est un penseur, journaliste, également homme politique italien du siècle dernier, a proposé une définition de la crise qui fait autorité aujourd'hui. Il dit qu'une crise réfère à un ordre ancien qui a permis le fonctionnement d'une société pendant un certain temps et qui aujourd'hui craque de partout. Imaginez un bateau qui prend de l'eau. Et pendant que l'ordre ancien se meurt, son décès n'est pas encore constaté, il semble y avoir un nouvel ordre qui veut émerger, sauf que sa naissance à ce nouvel ordre n'est pas complétée non plus. Donc, vous avez un ordre ancien qui se meurt, dont le décès n'est pas encore attesté. Vous avez un nouvel ordre qui veut naître, mais dont on ne maîtrise pas encore les contours. La crise, c'est cet entre-deux. Un ordre ancien qui craque de partout, dont la majorité souhaite la mort, mais dont quelques-uns souhaitent le maintien, ce que j'appelle les gardiens du statu quo, et un nouvel ordre qui veut émerger, mais dont la naissance n'est pas assurée non plus, parce qu'il n'y a pas encore un consensus sur les contours de ce nouvel ordre. Et Gramsci dit il y a crise quand on vit dans cet entre-deux. Et cet ordre ancien auquel je réfère ici a débuté au lendemain de notre indépendance, Wendell. Imaginez, qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de notre indépendance? Et je vais préciser, toute génération, Wendell, doit avoir une double attitude vis-à-vis de la génération précédente. Toute génération, y compris la mienne, la vôtre, doit éprouver de la reconnaissance, de la gratitude pour les générations précédentes. Et puisqu'ici, je vais parler de la génération d'après l'indépendance, il faut être reconnaissant à cette génération qui s'est sacrifiée littéralement pour que nous soyons, pour qu'Haïti soit. Et là, il faut saluer, se courber devant la mémoire des Jean-Jacques Dessalines, des Henri Christophe, avant eux, des Toussaint Louverture, des Biassou, pour ne citer que cela. Il faut citer aussi quelques noms de femmes, Claire Heureuse, Sanit Belair, etc. Donc, nous devons éprouver de la reconnaissance pour les sacrifices énormes que cette génération a consentis pour qu'Haïti soit. Parce que cette génération a fait ce qui n'a jamais été fait, se mettre debout en tant que population nègre, pour reprendre la formule d'Aimé Césaire, et faire en sorte que nous soyons la première nation non européenne à botter le derrière d'une armée européenne. Et là, on parle de la plus puissante armée d'alors. Donc, nous devons éprouver, et c'est ce que j'éprouve, de la reconnaissance vis-à-vis de cette génération. J'ai parlé d'une double attitude. La deuxième attitude que nous devons avoir vis-à-vis de toute génération, c'est une attitude critique. Si on n'a pas une attitude critique vis-à-vis de la génération précédente, on est condamné à faire du surplace, à être nostalgique et à se réjouir du fait que nos ancêtres ont fait 1804. Et souvent, moi, j'appelle ça une approche masturbatrice de l'histoire haïtienne. On se réjouit du fait qu'on a fait 1804, comme si l'histoire s'est arrêtée à 1804. Et c'est mu par cette deuxième attitude, après que j'ai dit qu'il faut être reconnaissant, mais qu'il faut aussi être critique. Toute génération doit être critique vis-à-vis de la précédente, parce qu'autrement, il n'y a pas de progrès. On dit un vieil adage, si l'élève ne dépasse pas le maître, il n'y a pas de progrès. Et en étant critique, je dois pointer du doigt les non-aboutissements, on va l'appeler ainsi, de la révolution haïtienne, car c'est une révolution qui, pour éclatante soit-elle, n'a pas abouti, parce que c'est une révolution qui s'est construite autour de 3 hold-up, ce que j'appelle le hold-up du pouvoir, je vais l'expliquer, le hold-up du savoir, je vais l'expliquer, et le hold-up des avoirs. Au fait, au lendemain de notre indépendance, ces 3 hold-up, ces 3 verrous se sont installés dans un
système que les pères fondateurs de la nation se sont donnés. Et si aujourd'hui il y a crise, parce que ce système-là craque de partout, c'est parce qu'il s'est construit, ce système-là, sur ces trois hold-up. Le hold-up du pouvoir, le hold-up du savoir, le hold-up des avoirs. Et pour sortir de la crise, il faut adresser ces trois hold-up-là, les dissoudre, les résoudre et proposer une sortie de crise à l'haïtienne. Et vous pensez que ce sera facile de briser ce paradigme? Alors permettez que je reprenne, que je résume la définition de la crise telle que comprise par Gramsci, toujours pour vous répéter. Elle réfère à un ordre ancien qui a permis à une société de fonctionner et qui finalement craque de partout. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on a parlé de symptômes, là. Et là, tous les symptômes. Oui. Autre définition, vous parlez de trois hold-up. Hold-up du pouvoir, du savoir et des avoirs. Absolument. Alors, c'est le hold-up du pouvoir, du savoir et des savoirs ne participe pas de la définition de Gramsci. C'est ma façon à moi d'aborder ce que j'appelle le mal haïtien. Et vous allez voir, Wendell, peu importe le symptôme considéré, le mal haïtien est pris dans les mailles de ce triangle infernal. L'angle du hold-up politique, l'angle du hold-up du savoir, l'angle du hold-up des avoirs. Ce triangle infernal, il faut le défaire et s'en sortir. Et si vous permettez, je vais un petit peu expliquer ce que j'entends par le hold-up du pouvoir. Qui nous conduit inexorablement à la ruine. Alors, on va observer la pause. On va observer la pause et puis on revient tout de suite après pour d'abord davantage d'explications et ensuite pour la proposition de sortie de crise. Tout à fait, je serai là. On le fera tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Jean Fils-Aimé. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le docteur Jean Fils-Aimé, qui intervient en direct de Montréal. Et là, nous parlons de la crise, sa cause profonde. D'abord, selon le docteur, il y a 4 institutions qui fonctionnent en Haïti. Les églises, les banques, les borlettes et les maisons closes. Et à ceci s'ajoute un hold-up dont on est quotidiennement victime, et c'est l'une des causes majeures de cette crise qui perdure depuis plus de 200 ans. 3 hold-up du pouvoir, du savoir et des avoirs. Bien retenu, professeur, c'était ça? Ah mais tout à fait. Pour moi, c'est un triple hold-up. Et j'appelle ça le triangle infernal de l'histoire d'Haïti. Donc, avant la pause, on s'était promis d'expliquer ce que j'entends historiquement par le hold-up politique. Et on y va? C'est le hold-up du pouvoir. Wendell, après notre indépendance, nos pères fondateurs, vis-à-vis desquels nous éprouvons une incommensurable gratitude, se sont donné pour mission de définir le système politique du pays. C'est ainsi donc que 22 d'entre eux, tous des militaires, nous ont donné une constitution, la constitution du 20 mai 1805, qu'on appelle un peu pompeusement la constitution impériale. Ce qui frappe déjà, c'est le préambule de cette constitution. La constitution haïtienne de mai 1805 commence par le « nous », qui n'est pas sans rappeler le « oui » de Pipo de la constitution américaine, constitution américaine a suivi un autre processus de rédaction, dans le sens que pour la constitution américaine, ce sont quand même 55 rédacteurs qui se sont réunis et qui ont eu le souci
d'inclure tous les États signataires, à l'exception bien sûr des femmes, hélas, qui n'étaient pas considérées alors comme des citoyennes, encore moins des Noirs, qui étaient considérés comme les biens meubles des maîtres en ce moment-là. Et ils ont soumis cette constitution à une convention qui s'est déroulée à Philadelphie de manière à réfléchir sur ce projet de constitution. Et la constitution, une fois l'objet de réflexion à ce congrès de Philadelphie, ils se sont donné un autre 2 ans pour intégrer les modifications proposées à ce projet de constitution avant que cette constitution n'entre en vigueur 2 ans plus tard. Et ce n'est guère étonnant que la constitution américaine soit la plus vieille constitution au monde. Regardez maintenant, nous, ce que ont fait nos pères fondateurs. 22 d'entre eux se sont réunis. Ils nous ont donné une constitution et ont déclaré ceci. Nous, et là, on a la nomenclature, Henri Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, etc., tant en notre nom particulier qu'en celui du peuple d'Haïti qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté. Au fait, il n'y a jamais eu de consultation populaire. Vous avez là 22 hommes, tous des militaires, qui ont décidé, pour la population haïtienne, mais sans la population haïtienne, de nous doter d'une constitution, mais sans nous consulter, et qui ont décidé que ce pays-là serait tout simplement, n'est-ce pas, n'ayons pas peur du mot, une oligarchie, c'est-à-dire un régime ou un système qui est concentré aux mains d'un petit groupe. Et je vais vous le faire remarquer. Tout de suite après l'assassinat du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, vous avez remarqué que tous ceux qui ont occupé le pouvoir, grosso modo, ce sont ceux qui ont été sur le champ de bataille, donc des militaires, etc., ou ceux qui sont approuvés par eux. En sorte que la population haïtienne n'a jamais eu son mot à dire dans le système politique qu'elle voulait se donner. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon article, ça c'est important de le dire, en Haïti, l'État a précédé la nation. Il n'y a jamais eu d'État-nation. L'État, c'est la confiscation du pouvoir par une oligarchie militaire, c'était ça le début de notre histoire, en sorte que quand quelqu'un voulait parvenir au pouvoir, même lorsqu'il n'était pas militaire, il lui fallait voler un titre militaire, s'appeler général, etc. C'est tout simplement, pour reprendre la formule de Mirland Maniga, nous avons ici tout simplement une appropriation d'un mandat populaire. Donc, c'est le hold-up du pouvoir. Et vous allez le noter, Wendell, toute notre histoire est une histoire de hold-up de pouvoir. On peut compter sur les doigts d'une main les élections présidentielles crédibles qu'on a eues en 216 ans d'histoire. C'est quand même terrible. On peut compter sur les doigts d'une main. Au fait, ce hold-up politique, ce que j'appelle le hold-up du pouvoir, non seulement c'est l'œuvre, n'est-ce pas, de cette oligarchie qui s'est succédée au pouvoir, mais rapidement aussi, l'international va entrer dans le jeu, qui consiste à nous donner des dirigeants par rapport auxquels nous n'avons rien à dire. Donc, le pouvoir a toujours été, si vous voulez, l'objet d'un hold-up, en sorte que le peuple haïtien a toujours été passive. Elle a toujours subi son histoire politique sans qu'on la consulte, cette population-là, sur ce qu'on veut. Au fait, ayons l'intégrité de le dire, l'État a existé sans la nation d'Haïti parce que l'oligarchie ne s'est jamais souciée de consulter la population haïtienne sur ce qu'elle veut, en sorte qu'on n'a pas d'État-nation. Et ça, les amis, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Regardez, pour faire un clin d'œil à la crise actuelle, vous avez un président, entre guillemets, qui n'a aucune légitimité populaire. Le président est décrié partout. Au dernier carnaval, on l'appelait Jojo menteur. Une fois, le président a été, je pense, dans un stade pour inaugurer un je ne sais quoi, et tous les élèves, les écoliers, se sont mis à chanter Jojo menteur, Jojo voleur, etc.
il s'en fout. Encore un peu, il aurait dansé sur cette chanson spontanée des écoliers. Donc, vous avez là un chef d'État, parce qu'il n'y a même pas d'État, qui n'a aucune légitimité populaire et qui continue à s'accrocher au pouvoir. C'est le hold-up politique. Exemple, un autre exemple, le prédécesseur de Jovenel, Michel Martelly. Vous avez reçu, je crois, le haut diplomate brésilien qui était représentant des Nations Unies en Haïti à un certain moment donné, Ricardo Setenfus. Est-ce que je dis bien? Vous dites bien. Vous l'aviez reçu. Il a écrit un livre que j'ai lu qui s'intitule, si vous voulez, l'échec de l'aide internationale en Haïti. Et dans ce livre-là, que vous avez sûrement lu, il dit texto que Michel Martelly n'était pas admis au second tour. L'international l'a imposé pour des raisons inavouables et qu'on allait comprendre plus tard, parce que Michel Martelly, étant donné son passé, allait être plus malléable aux mains de la communauté internationale. On l'a préféré à un Jude Célestin. Et lorsque, ça c'est important de le dire, lorsque René Préval a résisté à l'idée d'inscrire Michel Martelly au second tour, maintenant je vais vous parler de ce que Edmond Mulet m'a dit à Montréal. Nous étions co-conférenciers à Montréal en mai 2011. Donc, Michel Martelly venait d'être proclamé vainqueur, mais il n'avait pas encore prêté serment. Et Edmond Mulet m'a dit, vous savez, Jean, nous savons que, et là je citerai 2 témoins, nous savons que Michel Martelly n'est pas élu, et lorsque Préval n'a pas voulu l'inscrire au second tour, nous y sommes allés de pression. Nous avons commencé par révoquer des visas et, encore une fois, il a dit à René Préval, je sais que vous n'êtes pas intéressé à l'obtention des visas, mais nous savons que votre femme vient de faire l'acquisition d'une maison à Miami et qu'elle a 2 enfants qui étudient là-bas. Si vous persistez à ne pas inscrire Michel Martelly dans le second tour des élections, nous allons exercer des représailles sur la maison de votre femme et nous allons révoquer le visa d'étudiant de ses enfants. Dès que la femme de Préval a entendu ça, la pression familiale fut telle que Préval a accepté. Donc, voyez-vous, c'est ce hold-up politique. Un hold-up politique, n'est-ce pas, en fonction duquel la population haïtienne n'a pas son mot à dire pour légitimer nos dirigeants. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons sous des formes diverses depuis 216 ans maintenant. Donc, il y a aussi le hold-up du savoir. Avant de passer à la prochaine étape, il y a un auditeur qui a vite fait de m'écrire pour remettre nos pendules à l'heure en disant que le prédécesseur de Jovenel Moïse n'est pas Michel Martelly. C'est Privert, bien sûr. Oui. Mais le prédécesseur élu, puisque Privert, comme on le sait, encore une fois, et on pourrait parler d'exemples de confiscation là aussi, Privert, comme on le sait, était le président du Sénat. C'est le Sénat qui devait choisir celui qui allait être le président provisoire. Il s'est retiré le temps de cette élection et il fut candidat à une élection organisée par un Sénat et Privert fut élu par le Sénat président. Si ce n'est pas une confiscation, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Donc lorsque j'ai parlé du prédécesseur de Jovenel, je parlais d'un prédécesseur élu au suffrage universel, mais même Jocelyn Privert participe lui aussi parce qu'il fait partie du système. C'est un ancien sénateur, c'est un ancien ministre, n'est-ce pas, de Jean-Bertrand Aristide, c'est un ancien directeur général, si vous voulez, de la DGI. Donc, Privert a toujours fait partie, pendant en tout cas les 20 dernières années, du système. Donc, ce que votre ami vient de dire, au fond, met de l'eau à mon moulin. Que ce soit un prédécesseur élu au suffrage universel, entre guillemets, comme Michel Martelly, ou bien un prédécesseur qui est parvenu au pouvoir à la suite je vais appeler les choses par leur nom, d'un brigandage parlementaire, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Il s'agit là encore d'un hold-up du pouvoir, oui. Laissez-moi partager avec vous quelques remarques de nos auditeurs. D'abord, il y a un qui nous a rappelé que Seitenfus n'avait pas représenté l'OEA par l'ONU. Bien sûr. Oui, je suis sûr. Mais c'est un haut diplomate brésilien, là, voilà. Oui, Edmond Mulet représentait l'ONU et la MINUSTAH. Mais voilà, donc...
Ok, autre remarque. C'est bien de faire cette petite précision. Alors, recentrons. J'ai parlé du livre de Ricardo Setenfus, qui est un haut diplomate de la communauté internationale d'origine brésilienne, et Edmond Mulet, qui a représenté les Nations Unies pendant ce brigandage électoral qui allait conduire Michel Martelly. Et donc, voilà, c'est bien de faire cette petite dialectique avec votre auditoire, que je salue d'ailleurs. Rapidement, beaucoup conviendront avec vous que le président peut être décrié. Vous dites qu'en dépit de cela, il s'accroche au pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mais parce que le président a perdu toute légitimité populaire. Si légitimité électorale il a eu, et en grand si, il faudra voir un petit peu le sérieux de ces élections, mais à l'évidence, Jovenel Moïse n'a plus aucune légitimité populaire. Attention, quand on parle de légitimité, permettez que je précise, quand on parle de légitimité, la légitimité, ce n'est pas quelque chose qui se règle une fois aux 5 ans. Là, on a voté pour lui, et puis, quoi qu'il fasse, on ferme notre gueule, et puis, dans 5 ans, on recommencera. Non, la légitimité populaire, c'est quelque chose qui doit se mesurer. Et Jovenel, c'est un fait, n'a aucune légitimité populaire. Est-ce qu'on va... Oui, mais qu'est-ce que ceux qui l'ont voté diront quoi? À vous entendre parler quand vous dites qu'il a été décrié. Je suis sûr, et encore une fois, il ne faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on pourrait dire. Je suis sûr que même ceux qui ont voté pour Jovenel il y a 3 ou 4 ans, si jamais on les consultait dans un référendum sérieux, eux-mêmes contesterait son statut présidentiel. Oui, donc, vous êtes journaliste, vous vous coltaillez avec la réalité haïtienne au quotidien, vous savez très bien que ce que je vous dis est vrai. Jovenel Moïse ne détient plus aucune légitimité populaire. Certains pourraient vous dire aussi qu'il peut devenir impopulaire, mais de là à dire qu'il n'a aucune légitimité alors qu'il est sorti des élections, peut-être vous avez frappé trop fort, ou encore vous pourriez aller trop loin. Non, mais pas du tout. Vous savez ce que vous venez de dire là, et qui reflète sûrement les propos de quelques compatriotes haïtiens, c'est précisément ce que Jean Praismas aurait appelé du calblindage là. On fait du calblindage. On dit tout et son contraire pour cacher la vérité. Oui, certains pourraient dire qu'il est contesté par la population, qu'il est devenu impopulaire, mais qu'il n'a plus de légitimité populaire. Dans ce cas-là, vous venez de résoudre l'énigme de la quadrature du cercle. S'il n'a plus aucune popularité, d'une part, et de l'autre côté, vous dites, ah oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne détienne plus aucune légitimité populaire. Alors là, j'en perds mon créole. Docteur, il y a un autre docteur qui m'a demandé de vous poser cette question. Est-ce que tout pouvoir n'est pas toujours dominé par une petite minorité qui tire profit? Oui, mais tout pouvoir, bien sûr qu'il y aura toujours un... Alors qui tire profit de la représentation politique. Mais voilà, qui tire profit de la représentation politique. Mais encore faut-il qu'il y ait représentation politique. Quand vous avez 22 hommes, tous militaires, qui disent « nous sommes les organes de la nation et nous décidons pour la nation sans consulter la nation ». Et là, un prétexte qu'on évoque souvent, je suis heureux que vous ne l'ayez pas évoqué, c'est que nous sommes au lendemain de l'indépendance, la nation, la population ne savait ni lire ni écrire, comment consulter une population? Faux prétexte, puisque la notion d'états généraux existe depuis le Moyen-Âge. Donc quand on veut consulter une nation parce qu'on la prend au sérieux, quand on veut consulter une population parce qu'on la prend au sérieux, ce qui n'est pas le cas dans l'histoire d'Haïti, on se donne les moyens d'avoir les consultations populaires qui nous ressemblent. Et il n'y a pas eu ça. Voilà. Nous allons faire un petit exercice rapide, docteur. Oui. Mais là, vous ne me permettez pas d'y aller avec le second hold-up. C'est important. Si on veut comprendre comment sortir de la crise, alors, le dilemme, c'est qu'il ne me reste que 5 minutes. Oh là là, il faudra y aller. Il faudra y aller. D'abord, on a parlé du premier hold-up, pouvoir. Politique, du pouvoir. Le hold-up, maintenant, du savoir. Du savoir, oui. La Constitution 1805, encore une fois, recèle le deuxième vers fondamental
de nos mots. 6 écoles publiques, la Constitution haïtienne de 1805, c'est ce qu'elle a prévu, pour une population qui est évaluée alors à entre 400 à 500 000 âmes. 6 écoles publiques. Alors là, vous aurez compris qu'il y a cette volonté de maintenir la masse haïtienne hors des lumières du savoir. Anténon Firmin, réfléchissant là-dessus, dira que la démocratie ne se fait pas sans la démopédie. Une population qui n'est pas instruite, qui n'est pas éduquée, qu'on garde loin de la lumière de l'éducation, ne saurait faire de la démocratie. Et qu'est-ce que vous notez ? 216 ans plus tard, il y a encore 40% de la population haïtienne, des 15 ans et plus, qui est analphabète. J'entendais mercredi dernier des politiciens, mardi dernier, des politiciens se bomber le torse du fait qu'il y a des budgets ici à gauche pour faire l'analphabétisme, enfin pour faire de l'alphabétisation. C'est de la foutaise que tout cela. Lorsque les Castro sont parvenus au pouvoir à la fin des années 50, il y avait environ 30% de la population cubaine qui était analphabète. Les Castro ont réglé ça en 2 ans. Nous, ça fait 200 ans que nous sommes indépendants, 216 ans. La première constitution prévoyait 6 écoles pour une population d'entre 400 à 500 000 têtes. Et nous sommes surpris que 216 ans plus tard, il y ait 40% de notre population qui ne sait ni lire ni écrire. La vérité, Wendell, la voici. L'oligarchie s'est dit, si les masses parviennent à l'éducation, on ne pourra plus les rouler tels qu'on les a toujours roulés. Donc, on va s'arranger pour que l'éducation demeure une denrée rare, une denrée que l'on donne au compte-gouttes. Vous et moi, là, Wendell, fils, n'est-ce pas, de classe moyenne ouvrière, etc., le système ne nous avait pas prévu. Nous sommes comme les miraculés du système. Et donc, le hold-up du savoir fait aussi partie de la crise haïtienne. C'est pas normal de parler de développement, de parler de démocratie quand on n'a jamais résolu en profondeur, si vous voulez, la question du système éducatif national haïtien. La vérité, c'est qu'il n'y en a jamais eu. On a eu un système français qu'on essaie de changer de manière cosmétique, mais il n'y a pas une volonté politique réelle d'éduquer les masses. Parce que si les masses sont éduquées, eh bien, ces brigandages politiques auxquels on assiste, eh bien, les masses, la population ne les acceptera plus. Et enfin, le hold-up des avoirs. Vous savez, lorsque la Constitution est rédigée en 1805, là, la question de la réforme agraire n'est pas réglée encore. Et on sait que Dessalines allait mourir pour ça, pas vrai? Et les pauvres Noirs dont les pères sont en Afrique, n'auraient-ils donc rien? Auraient-ils notre illustre père? Pourtant, si vous prenez le temps de lire la Constitution de 1805, pas moins de 4 articles, n'est-ce pas, traitent de la question de la protection de la propriété privée et des biens privés. Mais qu'est-ce que ces articles-là cherchent à protéger? Qui cherche-t-il à protéger? Puisque la majorité des Haïtiens d'alors, comme aujourd'hui d'ailleurs, n'avaient rien et vagabondaient sur des domaines, sur des terres qui appartenaient à leurs maîtres d'alors. Qui est-ce que ces articles-là cherchent à protéger? L'oligarchie possédante. Et c'est la même chose, Wendell. C'est la même chose. Est-ce que c'est normal, Wendell? Et là, je fais un saut. Est-ce que c'est normal que dans un pays où il y ait tant de succursales bancaires, que 75% des prêts bancaires continuent à être consentis à seulement 5% de la clientèle bancaire? Wendell, soyons donc sérieux, appelons un chat un chat. Je vis au Canada depuis 31 ans. Les banques sont un outil de création et de distribution de richesses. Oui, mais on pourra vous dire aussi que ce n'est pas la même réalité. Toute réalité, n'est-ce pas, doit être prise en fonction de ses propres paramètres. Mais les paramètres que je suis en train de souligner, c'est le fait que, Wendell, les banques en Haïti, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, sont des plateformes de captation des capitaux plutôt que d'être un outil de création et de distribution de richesses. Comprenez bien, Wendell, et ça c'est important de le dire. Je veux acheter une maison au Canada, disons pour $100,000, je n'ai pas les $100,000. J'aurai $5,000 et la banque va me prêter les $95,000. Ce faisant, la banque fait 2 choses.
La banque me permet de m'enrichir, donc elle crée de la richesse parce que ma maison va prendre de la valeur, ok? La banque elle-même s'enrichit parce qu'elle me prête à un certain taux d'intérêt, mais en même temps, elle facilite la distribution de la richesse parce que, à même les intérêts que la banque va percevoir sur le prêt qu'elle me consent, elle va pouvoir prêter d'autres personnes qui elles-mêmes vont s'enrichir. Donc, il y a distribution de la richesse. Wendell, vous le savez là. Moi, j'ai quelqu'un qui vit au Canada, qui a voulu, si vous voulez, construire un grand hôtel quelque part, n'est-ce pas, à Port-au-Prince. Il est allé voir la banque. On lui dit, il nous faut tel papier, tel papier, tel papier, tel papier, telle pièce, telle pièce, telle pièce et tel montant. Il a tout donné. En fin de compte, la banque lui a dit non. Vous savez ce qu'ont fait les banksters? Un clin d'œil pour les gangsters. Ils ont dit non au monsieur et ils ont pris le projet tel quel, ils l'ont donné à un petit ami qui a construit exactement le projet avec les papiers du monsieur. Alors, quand un économiste écrit qu'Haïti est malade de son système bancaire, il n'a pas tort. Donc, si on veut sortir de cette crise, Wendell, il faut poser ce diagnostic lucide, regarder sereinement ces trois hold-up, ces trois verrous qui ont été posés sur le réel haïtien de manière à faire en sorte que la masse haïtienne demeure toujours passive de sa propre histoire. Hold-up du pouvoir, hold-up du savoir, hold-up des avoirs. Comment s'en sortir? Pour se maintenir dans cette affaire de crise, et l'international et les élites politiques haïtiennes se foutent de nous en nous organisant des élections qui ne sont jamais des élections. Il faut lire Ginette Chérubin dans Le ventre pourri de la bête, qui nous dit le CEP organise des élections, donc le CEP devrait être un organe indépendant dans un pays à vocation souveraine, et vous avez des ambassadeurs, je cite Ginette Chérubin, qui arrivent avec leur propre liste d'élus non élus. Vous avez un CEP à vocation souverain, Conseil électoral provisoire, dans un pays à vocation souveraine. Le président du CEP doit être dicté par les ambassades. Vraiment? Et c'est exactement ça qu'on veut faire. À chaque fois qu'il y a crise, on dit on repart en élection, alors que ce sont des sélections. Est-ce qu'on peut observer une pause? Ça, c'est important, ce que je vais dire là. Une pause patriotique de 3 ans. Pause au cours de laquelle il n'y aura pas de ces élections bidons parce que c'est des élections hold-up qu'elles sont. Et pendant ces 3 ans-là, on va penser pays. On a raté 2 occasions de penser pays. Au lendemain de l'indépendance, on n'a pas pensé pays puisque l'oligarchie a posé ce triple hold-up sur nous. À la chute de Jean-Claude Duvalier, on n'a pas pensé pays puisque les militaires n'avaient pas l'élévation de le faire et l'opposition n'avait pas eu, si vous voulez, ce sens du patriotisme pour ne pas se lancer tout de suite dans des élections précipitées et penser pays. Si bien que la Constitution de 87 est un brigandage basé sur l'exclusion, Macoute Paladon, l'exclusion de la diaspora parce qu'on voulait barrer la route à un certain nombre de belles têtes qui, même si elles sont à l'extérieur du pays, n'en aimaient pas moins le pays. Donc maintenant, pendant ces 3 ans, puisque la nature a horreur du vide, Wendell, le pays doit être dirigé par un conseil de gouvernement de refondation nationale de 13 membres. 13 membres. Qui sortiraient d'où? Qui sortiraient d'où? Comment? Ces 13 membres-là sortiraient d'où? De quel secteur? Voilà, c'est ce que je dis. N'oublions pas que c'est un document de travail que je propose. D'abord, il faut avoir un certain nombre de préoccupations. La question de la parité homme-femme. La question de la représentativité de ces 13 membres-là. Représentativité régionale, mais représentativité diaspora et haïtien du dedans. OK? Ça, c'est à nous de le décider. Est-ce qu'on peut aller plus vite, docteur? D'accord, très bien. Autre critère, il faut que ce soit des gens à la réputation impeccable, des gens qui ont des compétences avérées, des gens qui sont patriotes, qui sont reconnus pour tels. Et puisque en tout système, il faut le concept de check and balance, il faut aussi, n'est-ce pas, qu'il y ait en face de l'exécutif une commission de contrôle de l'action gouvernementale, là encore formée de 13 membres, avec les mêmes préoccupations. Et je termine, ça c'est important. Cette instance-là, que ce soit l'exécutif et la commission de contrôle de l'action gouvernementale, devrait s'occuper pendant les 3 ans de 14 chantiers. Je les nomme.
les 14 chantiers. Une conférence nationale souveraine, comme l'aurait dit Turneb Delpé, pour que la nation réfléchisse sur son design politique et le système qu'elle veut se donner. Et dans ce premier chantier, on aborderait la question d'une nouvelle constitution de manière transparente. Deuxième chantier, la refonte du système éducatif haïtien. On ne peut pas faire du développement avec un système éducatif obsolète, avec un système éducatif vieillot. Troisième chantier, la refonte du système de justice haïtien. Les vrais voleurs sont à l'extérieur, ceux qui commettent des larcins sont dans des prisons sans pouvoir voir leur juge naturel. La conception d'une politique monétaire rigoureuse et la refonte de la réglementation du système bancaire haïtien. Cinquième chantier, n'est-ce pas? Il faut initier et réaliser le procès Petro-Caribé. Une nation ne peut pas se construire dans l'impunité. Il faut que ce procès-là marque l'an zéro de l'impunité dans le nouvel État haïtien. N'est-ce pas? Septième chantier, la refonte de la gouvernance publique et de l'organigramme de l'État. Par exemple, vous avez des doublures dans l'organigramme de l'État, vous avez des gens qui font ceci et cela sans énoncé de mission, qui sont payés à ne rien faire. La question de la fonction publique. Nous avons une fonction publique pléthorique. À peu près tout le monde travaille pour l'État, mais pourtant il n'y a pas de service à la population. Dixième chantier, refonte de la chancellerie haïtienne. Je vis à l'étranger depuis 31 ans maintenant. Beaucoup de ceux qui se retrouvent dans nos consulats ou bien dans nos ambassades sont tout simplement le second bureau, les femmes dehors, des députés, des sénateurs, des ceci et des cela. Ce n'est pas normal de continuer à fonctionner comme ça. L'institutionnalisation de la diaspora. L'Italie s'est retrouvée au début du siècle dernier dans exactement la situation où se trouve Haïti aujourd'hui, avec jusqu'à 25% de sa population qui quittait l'Italie. Eh bien aujourd'hui, parce qu'on a institutionnalisé la diaspora devient, si vous voulez, une source de revenus et une source de compétences qui contribue au développement de l'Italie. Regardez, ce n'est pas normal, loin d'elle, que jusqu'à 85% de ceux qui ont fait des études postsecondaires en Haïti laissent Haïti dans les 5 prochaines années. Ce n'est pas normal que jusqu'à 40% de ceux qui sont formés en médecine dans notre pays finissent par laisser le pays dans les 5 prochaines années. On ne peut pas faire du développement comme ça. Il faut institutionnaliser la diaspora. Conception d'une doctrine de la sécurité. Je regardais samedi dernier des bandits, des voyous armés jusqu'aux dents se narguer ou narguer des journalistes en disant qu'ils sont des bandits, ils ont des armes et qu'ils n'ont qu'à répondre qu'à des armes. Nous n'avons pas de doctrine de sécurité publique. Vous avez une police qui est sous-équipée, sous-payée. Vous avez en face de vous la République dominicaine qui ne nous est pas amicale. Et on refuse de poser sérieusement la question de la doctrine de la sécurité publique, une gendarmerie, une armée. Pourquoi ne pas aborder de la question du service militaire obligatoire pour les 18 et 25 ans pour qu'on règle définitivement nos problèmes d'insécurité. 13e chantier, il faut bien qu'on fasse l'inventaire de nos ressources naturelles. Vous savez, en 2010, après le tremblement de terre, tout de suite après, il y avait une conférence internationale pour venir en aide à Haïti. Jean-Max Bellerive est le premier ministre de Préval. Il vient à Montréal. Et quelques confrères que vous connaissez, dont Jean Numagoudou, qui a travaillé avec vous ici, pose la question à Jean-Max Bellerive. Monsieur le Premier ministre, il est bruit que le sous-sol haïtien est très riche et qu'il recèle, si vous voulez, des ressources extraordinaires. Il s'est moqué de nous en disant, moi, depuis mon enfance, on prétend qu'Haïti a. La vérité, c'est que pendant le mandat de Martelly, on a compris que le sous-sol haïtien était livré à des compagnies minières canadiennes et on a les chiffres. Donc il faut qu'il y ait un inventaire des ressources naturelles ou autres de ce pays. Et 14e chantier, la conception d'une politique de revitalisation de l'économie et de la création d'emplois. Voyez-vous? Donc pendant 3 ans, on observe cette pause et on se dit, voici ce que nous devons régler définitivement avant d'aller en élection. Et je souhaite qu'il y ait une réflexion. Oui. Merci. Vous dites pause pour ne pas dire transition, mais ça se comprend. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur Métropole. Vous convenez avec moi que nous sommes vraiment au-delà de l'heure, mais j'ai pu donc m'accorder cette petite permission tout en dérogeant les principes de la station. Je vous remercie infiniment. Haïti le mérite bien. Merci de m'avoir reçu. J'espère que ce document
fera l'objet de réflexion. Est-ce que vous allez le poster sur une adresse quelconque? Je vous l'ai envoyé à vous. Je vous autorise publiquement à le publier sur le site de votre média. Voilà, je vous en donne l'autorisation publique. Merci Jean Fils-Aimé. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie. Et vous détenez également une maîtrise en administration publique du réseau des universités du Québec. Vous avez également une maîtrise en histoire médiévale de l'université McGill. Merci encore une fois. Bonne semaine, passez une bonne journée et à très bientôt. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'était l'écrivain Jean Fils-Aimé avec nous ce matin. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. L'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.